Alors, bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je me présente aujourd'hui à l'Institut des études juridiques et politiques de Koweït, toujours avec les mêmes émotions de fierté, de gratitude, de respect et de joie. Mes remerciements s'adressent particulièrement au comité d'organisation, spécialement Sikeli Khacheni, Madame Dessir Masmoudi, Madame Tissem Chtiwi, et comme d'habitude, si Abdoulan Abidi. Le thème qui a été choisi par nos collègues, l'ingénierie patrimoniale, donc c'était le thème principal. Et pour la séance, donc l'ingénierie patrimoniale et l'entreprise économique. Pour l'entreprise économique, tout le monde sait que le législateur est intervenu pour définir ce que l'on entend par entreprise. Donc c'était dans le cadre de la loi sur l'investissement et également sur la loi sur le registre national des entreprises. Pour l'ingénierie patrimoniale, donc le terme vise l'ensemble des mécanismes juridiques permettant d'organiser, de structurer et de transmettre un patrimoine dans un cadre sécurisé et optimisé. Un tel thème suscite certainement la combinaison de plusieurs branches de droit, à savoir le droit civil, le droit commercial avec toutes ses ramifications, le droit bancaire, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit des successions, le DIP et bien d'autres branches. Mais surtout, un tel thème met l'accent sur les enjeux majeurs, tels la sécurisation juridique, les montages patrimoniaux, la gestion des conflits patrimoniaux, la complexité des normes, la dimension internationale des patrimoines, sans pour autant négliger l'exigence de la transparence. Les présentations de notre séance illustreront bien ces enjeux à travers différentes approches qu'on aura l'occasion de découvrir successivement. Et là, permettez-moi d'exposer donc les intitulés des interventions avec les intervenants. Donc on va commencer par notre cher professeur et ami Sissé Fikra, l'avocat auprès de la Cour de cassation, et le professeur à l'Université de Carthage. Le professeur Sissé Fikra va nous parler de quelques cas de montage en droit des sociétés. Puis on aura l'occasion d'écouter notre collègue Madame Moner Tata, maître assistante en droit privé à la faculté de Sfax, qui va focaliser sur l'ingénierie patrimoniale et propriété intellectuelle. Pour arriver à notre collègue, Madame Sene Youssi, maître assistante en droit privé à la faculté de droit et sciences politiques de Sousse, qui va intervenir sur le thème de la cession d'entreprise. Madame Soulef Fira, maître assistante en droit privé à l'École nationale d'électronique et de communication, c'est ça, de Sfax. Donc il va intervenir sur l'abus de droit en matière patrimoniale, pour finir avec notre collègue Sinoamen Bokadida, le maître assistant en droit privé à l'Institut supérieur des études juridiques et politiques de Koweït, qui va intervenir sur la fusion de société et patrimoine social. Voilà, désolé, donc notre collègue Madame Tissem Chtiwi, je n'ai pas de nom, voilà, désolé, Estelle. Alors, l'Estelle Tissem Chtiwi, دكتورة في القانون الخاص وأستاذة بعثة معهد العالي للدراسات القانونية والسياسية والقرويين، ستحاضر بموضوع اتفاقيات الشركاء كأداة تعاقدية لتأمين الثروة العائلية. نحب نشكركم على الحضور ونبدأ. يعطيكم الصحة على الحضور، الحضور هذا راهو من أجلكم ولأجلكم تقام الملتقيات. دونك العديد من الزملاء يتجشموا على التنقل من تونس من صفاقس من سوسة حتى نكون حاضرين معكم. مش مزية هذا واجب نقوم به الكل. شكر خاص فقط لطالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سمر حياة وزهرة، لأنهن تنقلن من تونس خصيصا أيضا لأجلكم حتى يكونوا معكم، فشكر خاص لهن. Donc, sans tarder, juste, je rappelle les intervenants. Chaque intervenant disposera de 20 minutes, pas plus. Et sans plus tarder, je donne la parole à Sissé Fikra. شكرا. نحب نجدد لكم فرحتي معكم. أنا جيت خصيصا لأني نحب المؤسسة
مرة ثانية تقع دعوتي والنبي طلب دون تأخير. في الحقيقة اخترت موضوع باش نتصور انه ينال استحسانكم لانه يعيشكم القانون. القانون ما احناش ننظروا فيه كقواعد عامة ونظرية، لكن باش نراو كيفاش نطبقوا القانون في وضعيات خاصة. دونك هذايا سي لو دوا اون اكسيون. دونك في انتم باش توليو ان شاء الله رجال قانون باش تدخلوا المؤسسات باش تعطيو حلول لمشاكل قانونيه. دونك التصور ما نحتاجش نحكيو في المطلق، لكن باش نحكيو معالجه قانونيه لمسائل. تسمحوا لي باش نتحدث بالفرنساوي و je vais être simple. Donc une petite introduction méthodologique. Je vais vous parler de cas que j'ai réalisés en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'avocat universitaire. Donc j'ai deux profils, un profil théorique qui peut maîtriser les qualifications et déterminer un régime juridique d'une manière plus ou moins certaine, mais également un praticien qui ne peut pas dire que ça, pour un client, qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On doit trouver une solution. Donc un avocat qui cherche des solutions. Qui cherche des solutions sans pour autant tomber dans l'abus ou la fraude. Ça, du point de vue de déontologie, on ne peut jamais inciter un client à faire de la fraude ou inciter un client à faire des actes abusifs. Donc, nous sommes, surtout lorsqu'on rédige des contrats, on doit assurer aux co-contractants leur sécurité juridique. On doit les informer. Même si quelqu'un vous paye, c'est l'autre également, il est votre client. Donc vous allez rédiger un contrat pour deux personnes, ou parfois plusieurs personnes. Donc tout le monde doit trouver son compte. Ces cas de... Je vais transcender les cas pour vous donner une image de synthèse, puis on va aller au cas. Pourquoi on est amené à faire de l'ingénierie juridique? Parce que les solutions de droit commun, les solutions simples, ne conduisent pas. Donc, il faut marier donc combiner plusieurs règles de droit pour trouver une solution. Donc, parfois, les choses les plus simples sont courantes. Parfois, ces solutions courantes ne conduisent pas à un résultat, donc il faut aller à trouver une combinaison. Deuxième chose, sur le plan pratique, on ne rédige pas sans avoir réfléchi. Donc, la réflexion ne peut se faire que par écrit. Ne faites jamais une réflexion orale. Il faut réfléchir par écrit parce que l'esprit et parce que la réflexion avance, parce que vous allez mettre par écrit votre pensée. Je donne toujours cette image à mes étudiants, un joueur d'échecs. Il ne peut pas penser toute la partie mentalement. C'est en faisant avancer des pions, des pièces sur l'échiquier pour que le jeu avance. Donc, si vous ne fixez pas vos pensées, vos réflexions par écrit, vous ne pouvez pas aller à la suite. Donc, les sociétés primitives qui étaient restées orales n'avaient pas pu avancer parce que c'est l'écrit qui permet à la pensée d'avancer. Donc, réfléchissez. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsque le ministère m'a commandé de rédiger des statuts, je ne me suis pas mis à écrire article 1er, article 2. Je me suis mis à réfléchir, à poser les problèmes et trouver les solutions. Une fois que j'ai écrit donc tous les problèmes qui peuvent résulter, comment on résout ces problèmes, je me suis mis à écrire. Donc j'ai pondu à la fois une étude, c'est le cahier de charge que vous allez donner à votre client. Vous allez dire, voilà le problème se pose, j'ai réfléchi à ce problème, voilà la solution,
Et une fois que cet écrit, cette étude que vous avez faite a été validée, vous allez commencer à écrire. Donc il y a la réflexion, puis la rédaction des actes. Donc il ne faut pas sauter un pas. Deuxième chose, lorsque vous allez réfléchir vous allez étudier, il y a des étapes. Hein. Il faut tout d'abord définir l'objectif économique recherché, le résultat auquel donc aspire votre client. Puis, ce résultat va être confronté à des difficultés. Difficultés de droit administratif, difficultés de droit social, difficultés de droit civil, difficultés de droit des sociétés, donc plusieurs. Donc vous devez brosser toutes les difficultés, toutes les disciplines à la fois. Et sachez que pour un juriste d'appel, il doit maîtriser au moins 3 disciplines. Le droit comptable, le droit fiscal et le droit de société. Si vous n'êtes pas outillé pour ça, ne faites pas ce métier. Donc il faut avoir une maîtrise de ces 3 disciplines à la fois. Enfin, lorsque vous avez identifié les problèmes, vous allez penser à des alternatives. Poser à cette solution, à quoi elle conduit, cette autre solution, à quoi elle conduit, vous allez peser, sous-peser les solutions et vous allez optimiser donc votre réponse en fonction des solutions, des alternatives. Je vais vous donner des exemples d'alternatives et comment on va faire un choix. Une fois que le choix est arrêté, donc à ce moment-là, on peut commencer à l'approfondir et à la fin, on écrit l'acte juridique, le contrat. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez suivre la construction d'une solution. Premier cas, il date de 2006, donc c'est un cas ancien que j'ai traité. Une société qui a acquis un terrain à usage de construction d'un bâtiment à usage de santé, d'établissement de santé. C'est un terrain situé dans une zone résidentielle et c'est un terrain AFH, donc l'Agence foncière de l'habitation. Comme vous le savez, l'AFH promeut donc les cités résidentielles. Et dans une cité résidentielle, on a pensé à mettre en place donc un établissement de santé privé, hospitalier donc privé. Les contrats que passe l'AFH sont régis par un texte spécial. Il dit on ne peut pas vendre le terrain, et on ne peut pas le morceler. Vous avez acquis un terrain d'une superficie de 1000 m², et bien vous allez vous en tenir à cela, et vous ne pouvez pas vendre ce bien avant d'avoir construit. Donc il faut achever la construction. Le modèle économique maintenant de cet établissement de santé, il a 2 composantes. Il a une composante d'une polyclinique, donc, où on va donc hospitaliser les gens pour être soignés, mais également une composante immobilière où des médecins de libre pratique vont avoir leur cabinet de consultation privée. Donc, je me fais soigner chez médecin X, je le consulte dans son cabinet, et si jamais il y a une obligation d'être hospitalisé dans la clinique, je peux séjourner. Mais il y a une condition posée par le droit de la santé. Tout à l'heure, c'est le droit de l'urbanisme. Donc on ne peut pas diviser, on ne peut pas morceler, on ne peut pas vendre. Donc c'est le droit de l'urbanisme. Le droit de la santé, il a une composante tout à fait concrète. Elle dit, la difficulté, c'est de séparer matériellement l'établissement de soins et les cabinets de consultation privée. C'est-à-dire, le client
du médecin n'est pas tenu de séjourner dans cet établissement de santé. C'est l'expression juridique d'un principe de droit de santé, le libre choix du patient de son lieu de soins. Donc il y a une contrainte de droit urbanistique, il y a une contrainte de droit de santé. Vous voyez comment donc on est affronté. Il y a un objectif économique de faire un pôle, mais ce pôle, il est affronté à deux logiques contradictoires. Vous voyez comment ce n'est un problème. Donc comment trouver un problème? Voilà la question. On allait arrêter, on allait revendre le bien, le restituer à la FH, on ne peut pas le faire parce qu'il y a cette double contrainte. Donc la consultation que j'ai donnée, c'est de réfléchir à la résolution de problèmes. Tout d'abord, je suis parti des statuts de cette société. On va réécrire les statuts. Les statuts disent que la société a pour objet de construire, et d'équiper et d'exploiter une polyclinique, grand A. La société a également pour objet de construire des locaux d'exercice pratique professionnel destinés à être attribués aux actionnaires à titre de jouissance. Donc il y a un objet composite, A et B. Cet objet reçoit une traduction dans la société. Le droit de société, la définition de l'article 2 du Code de société, la société a pour but, de distribuer un bénéfice ou de profiter d'une économie. La clinique, donc, en faisant l'exploitation de la clinique, elle va réaliser un bénéfice qu'elle va pouvoir distribuer. Elle réalise également une économie pour les actionnaires qui vont pouvoir utiliser les locaux à titre de jouissance. Réfléchissez avec moi sur le statut des sociétés civiles d'acquisition de biens appartenant à l'étranger. L'étranger qui veut vendre tout un immeuble divisé en appartements à un étage, et les Tunisiens qui habitent ont un droit de priorité à l'achat, la loi leur dit, vous devez constituer une société civile d'acquisition. Cette société, c'est elle qui va acheter. Et cette société est la société de plusieurs locataires. Le locataire, qu'est-ce qu'il devient? Il devient propriétaire d'un droit d'usage, tout en étant associé. Vous voyez? Donc, cette société d'acquisition, soit elle a pour objet d'acheter tout l'immeuble et d'attribuer les appartements à titre de jouissance privative à chacun des associés, soit également de leur attribuer la propriété. À ce moment-là, elle va réduire son capital et attribuer en jouissance, attribuer donc l'actif, l'appartement, à titre de propriété. Si quelqu'un est sorti, le bien devient un immeuble dans l'indivision, le syndicat de copropriétaires. Donc, c'est cette image de la société civile qui est traduite dans cette société qui a pour objet de construire les locaux professionnels. Sachez qu'il y a un degré que l'on ne connaît pas, il est caché, occulte. Le code de droit réel. Si vous ouvrez votre code de droit réel, vous allez trouver la loi de promulgation, puis le code. Le code de droit réel, il vous dit, voilà tel article, telle loi a été abrogé, voilà tel article, telle loi a été abrogé. Parmi les textes qui sont cités, il y a un décret délicat de février 1957. Il dit, sont abrogés
des articles 10 à 20 de ce décret. Ce qui veut dire que l'article 1er à 9 est toujours d'application. Il n'est pas codifié dans le code. C'est Abslem Chtourou a publié un article à l'occasion de 60e du code droit réel. Il a écrit un article, l'accession à la propriété immobilière par la qualité d'associé. Comment on peut devenir propriétaire de son appartement tout en ayant la qualité d'associé. C'est exactement, donc c'est un commentaire de ce décret. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a marié tout d'abord le décret et le code de société. Sur quoi le décret? On peut créer une société de construction, attribution de jouissance ou attribution de propriété sous toute forme de société. C'est-à-dire, en d'autres termes, même une coopérative peut servir à ce modèle économique. Une SARL, une société civile, une société anonyme, toute forme de société, même si le texte dit, même si elle ne cherche pas à réaliser un bénéfice. Vous voyez, c'est un degré, un joyau qu'on doit exploiter. Donc, la société civile d'attribution que la loi de 78 sur les immeubles appartenant à l'étranger a une traduction de ce décret. Vous voyez? Donc, on a un dédoublement de l'objet social qu'on doit traduire également par un dédoublement du capital. En d'autres termes, je suis intéressé par l'acquisition d'un appartement, je souscris à des actions d'une catégorie, et Mme Fadwa est intéressée par le bénéfice né de l'exploitation de la clinique et souscrit à des actions de telle autre catégorie. Donc nous allons diviser le capital social en deux catégories de titres, qui est la traduction du dédoublement de l'objet de la société. Donc, l'article 5, par exemple, le capital de la société est de 6 millions de dinars, divisé en, par exemple, 3 millions d'actions ordinaires de 1 dinar chacune, et 3 millions d'actions de catégorie de 1 dinar chacune. Ni je prends les actions ordinaires et les actions de catégorie. Tout à l'heure, j'ai cité l'article 317. Hein? C'est l'article 317. Je roule l'article 317 Code société. Il roule. Les actions peuvent créer ou la conférer des droits différents. Ces actions peuvent résulter soit d'une augmentation de capital, soit de la création, soit d'une conversion d'actions ordinaires. Donc on peut, c'est l'expression de la liberté contractuelle en droit des sociétés anonymes. On peut modeler les droits conférés par une action. L'action ordinaire, c'est le type, l'archétype. Les actions de catégorie, hein? Donc, nous allons respecter, bien entendu, à l'intérieur de chaque catégorie, ce sont des droits identiques, mais on a la main. Hein? On a la main, c'est la liberté contractuelle. Il y a une seule exception à la liberté contractuelle, c'est que l'exercice du droit de vote, il est hors atteinte. L'exercice du droit de vote, il doit être régi par le code de société. Hormis cela, tout est possible. Vous voyez, donc, Arna, dans le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, les actions de préférence, hein, qui étaient dans le projet, va élargir la liberté contractuelle. Les actions de préférence peuvent supprimer le droit de vote. Ce qui revient à dire
les certificats d'investissement et les actions dividendes prioritaires sans droit de vote. Donc, on a créé une action générique. C'est une action de préférence. Et faites ce que vous en faites. Même un droit de veto. Vous voyez? Donc, je reprends. Donc, dédoublement de l'objet, dédoublement des catégories d'action. Et lorsque je dédouble les catégories d'action, je dois refléter les droits conférés par les actions ordinaires, les droits reflétés par les actions de catégorie. Donc, les actions de catégorie qui confèrent un droit de jouissance, on doit élaborer ce qu'on appelle un état descriptif de division, comme ça. Donc, un état descriptif de division et règlement de jouissance. Nous allons cohabiter maintenant. Donc, cet état, vous allez trouver la catégorie d'action, par exemple, de 1 à 1000. Elle a un droit de jouissance de tel appartement au premier étage. Les actions de 1001 à 2000, elle a droit de jouissance de tel appartement à droite de premier étage, ainsi de suite. Donc nous allons établir un état de division. On va diviser l'immeuble en 7 étages ou 8 étages, puis dans chaque étage 3 ou 4 appartements. Donc nous allons traduire l'état physique de cet immeuble dans ce document qui dit voilà qui a droit à quoi. On peut souscrire dans les divisions. On souscrit à 1000 actions dans l'indivision. Vous voyez, donc nous sommes libres. Mais lorsqu'on veut vendre, on vend le bloc. On ne peut pas vendre la moitié. Sauf si, par exemple, quelqu'un va acheter, mais il reste dans l'indivision. Donc, vous voyez, donc, cet état descriptif est relayé également par le règlement de jouissance. C'est exactement comme si vous étiez dans un immeuble où chacun de vous a la propriété d'un appartement, vous allez cohabiter. Il y a des zones à usage commun, il y a des zones à usage commun mais privatif à quelqu'un, j'ai un jardin par exemple. Donc, cet état de jouissance, quels sont les droits d'usage conférés, comment nous allons cohabiter, comment nous allons financer les travaux de blanchiment, de nettoyage, voilà, l'ascenseur, voilà, l'entretien. Donc, c'est un règlement. Donc, ce règlement est annexé au statut. Vous voyez, donc, c'est cette architecture qui a été mise en place, aidée en cela par deux textes, le décret de 57 et le code société. Voilà un montage, puisque je vous ai dit tout à l'heure, la solution, elle n'est pas cherchée dans un code parce qu'on va combiner plusieurs règles à la fois, on doit les harmoniser. Une fois que l'immeuble a été construit, avec des difficultés, parce que on doit financer la construction, on doit emprunter de l'argent chez le banquier. Donc il faut non seulement commercialiser ce produit chez les médecins, pour leur dire, voilà, vous allez acheter ici, vous allez devenir propriétaire à terme dans ces locaux, donc il faut leur donner une assurance juridique. Vous allez également travailler à faire appel à un banquier qui va vous prêter de l'argent, donc il doit également être sûr de la validité du mécanisme juridique. Donc nous allons avoir deux obstacles. Le premier obstacle, c'est tout d'abord de ne pas tomber dans l'appel public à l'épargne. Parce que si vous allez dire, si vous êtes un promoteur immobilier
Vous pouvez annoncer au public dans un journal que vous allez construire, vous allez offrir en vente des appartements à venir visiter. Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous allez offrir des titres, parce que vous allez être contraint d'obtenir un visa du Conseil du marché financier. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire du démarchage, vous ne pouvez pas recourir à des intermédiaires pour placer vos actions de catégorie. Tout ça, ce n'est pas permis parce qu'il y a l'interdiction de faire appel à l'État. Donc, il faut prendre conscience de cette contrainte également. La technique sociétaire, c'est bon, mais elle a ses propres limites. Vous voyez? Donc, c'est tout cet horizon que vous devez consulter, vous devez étudier pour dire voilà ce que vous ne pouvez pas faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Mais une fois que nous avons construit, parce qu'on doit présenter au banquier une note par laquelle l'avocat certifie que le montage est valable, etc., donc il y a de sa part un engagement, mais une fois que tout est fait, et que les banques ont donné main levée de leur hypothèque, sont là, la sortie des actionnaires, ceux qui veulent sortir, qu'ils sortent, et on va faire une réduction de capital avec l'attribution des éléments d'actifs, en respectant les mécanismes de la réduction de capital, qui est faite ici en l'absence de perte. Donc vous devez publier au journal officiel la décision de réduction de capital, attendre l'expiration du délai d'opposition des créanciers, et à ce moment-là, vous allez procéder à la mise en pratique de la décision de réduction de capital par attribution des éléments d'actifs. Donc, il y a un cas, donc, le document, donc j'ai remis le document, il va pouvoir être distribué, donc il explique au détail cet exemple de montage. Un deuxième montage que je vais évoquer brièvement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut examiner les hypothèses, les scénarios possibles, et vous allez sous-peser. Un exemple de ce cas est donné par une société qui est une société à responsabilité limitée, où il y a deux associés 50-50. Ces deux mêmes associés ont une autre société dans laquelle ils ont une participation 50-50. Néanmoins, ces deux sociétés ont des relations économiques. Ce n'est pas exactement un groupe de sociétés, c'est un groupe personnel de sociétés. Je fais la distinction. Le groupe de sociétés, ce sont des sociétés qui ont des liens capitalistiques entre elles. Le groupe personnel, ce sont deux associés qui ont des participations identiques dans d'autres sociétés. Vous voyez, dans le groupe personnel. Néanmoins, sur le plan économique, il y a un flux donc, commercial entre elles. La société B, par exemple, est créancière. Elle vend des produits, mais elle n'arrive pas à être payée. C'est-à-dire que ses créances sur la société A augmentent d'année en année. Et ça pèse lourd. Parce que, sur le plan fiscal, on considère qu'il y a des intérêts à payer, donc, et des retenues. Donc, sur le plan fiscal, c'est coûteux, et donc, d'être toujours créancier, de ne pas être payé. La question, comment assainir la société? Comment effacer cette dette? Ce à quoi on pense généralement, c'est un apport, une augmentation de capital par compensation de créances certaines liquides et exigibles. Ça, c'est le droit commun. C'est la solution la plus simple. Un créancier de la société qui accepte de capitaliser, eh bien, qui le fait. On n'a pas besoin d'une consultation d'un avocat. La consultation de l'avocat, il vous dit, si on va capitaliser, on va diluer les autres. Aujourd'hui, ils sont 50-50, nous allons
devenir minoritaire, 8%. Donc la société B va accaparer le capital. Même si nous sommes à égalité sur notre société, il y a une personne qui dirige cette société. Et c'est cette personne qui devient, le dirigeant de cette société qui voit son capital augmenter. Comment donc faire en sorte que les participations des deux associés ne soient pas diluées conséquemment à cette augmentation capitale? Première proposition, on va dire, on va augmenter un petit peu. On va sous-classer la créance. Je m'en ai sous-classé la créance. Elle devient une créance subordonnée. Bien que c'est une société à responsabilité limitée, la liberté contractuelle permet de convenir avec le créancier qu'il se considère un créancier infra-chirographaire. La classification que l'on fait habituellement, un créancier privilégié, un créancier chirographaire. Eh bien, sachez qu'on peut, par convention, se considérer inférieur au créancier chirographaire. Par la convention. Le droit des sociétés anonymes permet cela, avec les titres participatifs. Mais nous sommes dans une société à responsabilité limitée. Donc c'est par convention. C'est pas par le titre légal. C'est par la convention. Cette solution ne résout pas le problème, parce qu'il y a toujours une créance génératrice d'intérêt. Donc ça, c'est une solution, mais elle ne satisfait pas parce qu'on ne résout pas le problème de la charge financière de la créance restée impayée. La deuxième solution que j'ai proposée, c'est de dire on va augmenter le capital, non pas par rapport au numéraire, la créance dans sa valeur nominale, mais on va l'apporter en jouissance. C'est un apport en jouissance d'une somme d'argent. Sachez que, en droit de société, il y a deux types d'apports. L'apport en pleine propriété, en jouissance. Je peux apporter cette bouteille en propriété comme je peux l'apporter en jouissance. Ce même réflexe, on peut apporter en jouissance une somme d'argent. On peut apporter en jouissance une somme d'argent. Ce qui veut dire quoi? Qu'à la fin de la jouissance, on doit restituer la somme d'argent. Mais pendant ce temps, on ne paye pas les intérêts. Parce que j'ai la jouissance de cette somme d'argent. C'est un apport. La différence, c'est quoi? Lorsque j'apporte en numéraire, en propriété, je fais une opération de compensation pour laquelle il n'y a pas, avec le principe de nominalisme monétaire, on n'a pas besoin de faire une évaluation. C'est un apport en numéraire. Si je fais un apport en jouissance, ça devient un apport en nature. Vous voyez? C'est une solution trop recherchée et elle a été dit non, on ne veut pas ça, c'est difficile d'évaluer quelle est la valeur de la somme d'argent pendant une durée de 50 ans. C'est difficile. La solution qui a été retenue est la suivante. On transforme la société en société anonyme, premièrement. Deuxièmement, la société anonyme, transformée en LDA, elle va incorporer dans son capital toutes les réserves qu'elle a. On incorpore, donc on augmente le capital par incorporation des réserves, et on va augmenter donc le capital pour ne pas payer une prime d'émission. Et troisième acte, on fait ça, donc c'est une opération qui se fait successivement, c'est de dire on va augmenter le capital par émission de certificats d'investissement et non pas par émission d'actions ordinaires. Il y a la valeur, il y a l'objectif
un objectif tout d'abord économique. On va garder la structure de capital 50-50. On ne va pas pouvoir. Lorsqu'on augmente un capital par l'émission de certificats d'investissement, je ne travaille dans des certificats d'investissement, ils travaillent dans des certificats de droit de vote. Les certificats de droit de vote, je connais ça pas bien. Les actionnaires anciens. Vous voyez? Donc, celui qui fait son entrée au capital de la société, il a un titre de capital, mais il n'exerce pas un pouvoir dans la société. Vous voyez? Donc, c'est une solution qui permet de maintenir l'équilibre des pouvoirs au sein de la société, même si l'augmentation de capital est très importante. Je dis contrainte. Contrainte à nos rôles, le pourcentage des certificats de vote ne doit pas dépasser le tiers du capital. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, on va tout d'abord augmenter le capital par l'incorporation des réserves pour augmenter l'assiette de calcul du pourcentage du tiers. Cette solution a été appliquée plusieurs fois. L'ATB a augmenté son capital 2 fois, en 21 et en 25. L'ATB, c'est une société où le partenaire étranger, Arabank, a 64%. Donc c'est une société sous contrôle jordanien. Le tiers et le reste du capital est dans les mains des Tunisiens. Si elle a des difficultés, elle veut capitaliser, donc elle a des contraintes de ratio bancaire et elle doit renforcer ses fonds propres. La banque a une poche profonde. Les Tunisiens, si on veut augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires, la banque va avoir pratiquement la quasi-totalité du capital. Elle va diluer le reste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une augmentation de capital par l'émission de certificats d'investissement. Elle garde les équilibres anciens des pouvoirs. Encore un autre cas. Un dernier cas simple pour vous, parce que c'est une matière passionnante, parce qu'elle vous aide à réfléchir, à comprendre, et c'est un jeu. C'est un jeu amusant, passionnant. Troisième cas, très simple. Une société d'expertise comptable a 3 associés. L'un des associés est décédé. Ces sociétés d'exercice professionnel sont des sociétés fermées. Nul ne peut être associé que s'il est membre de la profession. Avec cette particularité que la loi de 88 sur les sociétés d'expertise comptable, il est possible d'être associé dans une société d'expertise comptable si jamais on est lié à la société par un contrat de travail. Donc un salarié peut être un associé. Donc l'associé qui est décédé avait son fils associé, plutôt salarié. Mais cet associé qui est décédé à 30%. La loi plafonne à 25%. Mais les parts, une fois qu'il est décédé, reviennent à la succession. Ce n'est pas toute la société, la succession qui est à salarié, c'est un seul parmi les successibles, parmi les héritiers. Qu'est-ce qu'on a fait? Le surplus, le 5%, a été cédé aux associés. Ils vendent. On a valorisé la société, on a évalué, etc. Donc, il y a une vente. Les 25 restants, les héritiers ont cédé leur part indivise à cet associé, à cet héritier, de sorte que vis-à-vis de l'ordre des experts comptables, c'est un associé unique qui détient toute le capital. Mais les héritiers, ils vous le disent,
nous avons besoin de quoi vivre. C'était l'unique source de vie, Donc, nous avons fait un contrat de copier. Vous voyez, donc, il a cédé, mais il reste entre eux des associés à part entière. Et le contrat de copier est prévu par le Code des obligations de contrat. Voilà. Merci. Je vous remercie énormément, Sisseni, pour cette belle intervention. Une intervention éloquente, vraiment précise, concise. Vraiment, on a beau à vous écouter toujours. Le professeur Philippe nous a proposé, comme vous l'avez certainement constaté, une approche très originale. Il n'a pas opté pour un plan classique. Non, il a opté pour une approche très originale. Il est parti d'études de cas, et ça me rappelle l'enseignement clinique. Donc, c'est très enrichissant pour les étudiants, et ça joint donc la théorie à la pratique. J'espère que vous avez bien donc suivi le professeur Sémidjir. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez évoqué l'article de Siarfen Shtour sur la société civile, mais j'évoque aussi l'article de Semifriha, parce que c'est un point commun entre nous deux. Juste pour anecdote, donc j'ai travaillé ma thèse sur la société civile, et comme par hasard, le premier contact avec BCCB, mais l'article c'est l'article fondateur, c'était un article vraiment excellent, c'était l'article Saha. Sans tarder, maintenant je vais passer la parole à Madame Mouaner Taba, maître assistante en droit privé à la faculté de droit de Sfax, qui va nous parler de l'ingénierie patrimoniale et propriété intellectuelle, sachant que Madame Mouaner Taba est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Là, je sais la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, بداية سعيدة جدا بوجودي بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية. شكرا على الدعوة. أشكر القائمين على هذا الملتقى، لجنة التنظيم، وأخص بالذكر الأستاذتين مدام تيسير المفروضي والأستاذة شديوي. شكرا جزيلا على الدعوة. Alors, Madame la Présidente, la communication sera en langue française et la communication porte en fait sur l'ingénierie patrimoniale appliquée à la propriété intellectuelle. Et là, on peut facilement se rappeler de ce que disait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et justement, lorsqu'on parle, peut-être ici, Le Petit Prince ne visait pas la propriété intellectuelle, les brevets, le secret d'affaires. Mais là, lorsqu'on parle de cette ingénierie patrimoniale aujourd'hui, on ne peut pas oublier la thèse de M. le professeur Nicolas Winkel, qui a écrit toute une thèse, une théorie sur le capital intellectuel pour justement souligner ce glissement de l'invisible au visible, c'est-à-dire du titre de propriété intellectuelle, de ce titre, de cet outil à la protection, de la protection à la stratégie. Et lorsqu'on évoque ingénierie patrimoniale, on évoque toujours les instruments, les outils techniques, juridiques, fiscaux, de valorisation et tout ce qui est en relation avec la valorisation des droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle occupe aujourd'hui une place très importante dans notre société. Et lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, c'est vrai, on vise toujours la propriété littéraire et artistique, composée du droit d'auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle, qui se compose dans une définition stricte des droits, donc du droit de brevet, la marque, les dessins et modèles, et dans une conception beaucoup plus large, et doit envelopper aussi le titre de propriété industrielle, notamment les inventions végétales, le secret d'affaires aussi, et même la concurrence déloyale fait partie de la propriété industrielle dans une conception large. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une ingénierie patrimoniale appliquée à la propriété intellectuelle, on vise surtout la maîtrise technique des droits de propriété intellectuelle. Donc lorsqu'on parle de maîtrise technique, a priori, on se pose la question parfois comment protéger telle ou telle création.
c'est pas évident. Par exemple, un logiciel, c'est vrai, par la loi, c'est protégé par le droit d'auteur. Mais en pratique, on va trouver que ce n'est pas toujours évident de le protéger par le droit d'auteur. Donc, tout ce qui est ingénierie, c'est un peu la combinaison d'outils juridiques, financiers, fiscaux pour optimiser la protection. Et là, on dispose vraiment d'une véritable boîte à outils. Mais cette puissance technique, donc tous ces outils qui peuvent mener à l'ingénierie peuvent mener à la valorisation des droits de propriété intellectuelle, toute cette puissance peut en fait glisser vers un abus et vers des comportements qui peuvent être sanctionnés. Et donc là, voilà la problématique qui peut se poser avec la question de l'ingénierie, c'est que parfois l'ingénierie contractuelle, patrimoniale, elle bute sur une frontière vraiment fragile, c'est qui sépare l'optimisation légitime de l'abus sanctionnable. À partir de quand l'ingéniosité contractuelle ou bien structurelle bascule-t-elle dans la preuve à la loi? Donc, où se situe vraiment le curseur entre ce qui est permis et ce qui peut être donc sanctionné? Et pour répondre à cette question, j'ai opté pour deux idées principales. Pour justement évoquer ou bien expliquer l'ingénierie patrimoniale, on doit expliquer les outils techniques qui permettent donc la maîtrise et qui permettent cette ingénierie. Sauf que ces outils ne sont pas sans limite. Donc, c'est vrai, c'est quelque part la liberté contractuelle, mais quelque part elle est contrebalancée par un pouvoir, et j'ai opté plutôt pour le terme des garde-fous. Donc, prolifération des outils techniques de l'ingénierie patrimoniale, d'une part, et l'omniprésence des garde-fous de cette ingénierie patrimoniale, voilà les deux pans de la communication. S'agissant donc de la prolifération des outils techniques de l'ingénierie patrimoniale appliquée à la propriété intellectuelle, ces outils peuvent être en fait divisés en deux sous-catégories. La première catégorie, il s'agit d'outils extrinsèques, c'est-à-dire des outils hors le droit de propriété intellectuelle. Donc, autrement dit, j'ai opté pour les instruments généraux de cette ingénierie patrimoniale. Et dans une deuxième catégorie, on va s'intéresser aux outils intrinsèques, c'est-à-dire des outils qui trouvent une assise dans le droit de propriété intellectuelle. S'agissant des outils extrinsèques, puisqu'on parle d'ingénierie patrimoniale, on ne peut pas ne pas commencer par le contrat. Donc le contrat, c'est vraiment le premier outil de cette ingénierie. Et lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, on parle notamment de la fonction de ce contrat. Je vais commencer par la première, il s'agit de la licence. Donc au niveau, par exemple, des brevets, on parle de licences volontaires. Et au niveau de ces licences, on ne peut pas, par exemple, en tant qu'étudiant, je ne peux pas exploiter mon invention. Et quand même, je veux qu'elle soit exploitée. Donc, on peut conclure un contrat. Ce contrat, c'est une licence volontaire. L'exploitation, c'est quelqu'un d'autre qui fera cette exploitation, mais en contrepartie, je vais avoir droit à des redevances. Donc là, ces licences volontaires sont bien organisées par la loi du 24 août 2000 relative au brevet d'invention. C'est vrai, on trouve d'autres types de licences comme les licences d'office et les licences obligatoires. Quelque part, ce sont des contrats forcés, mais ces contrats-là sont réglementés et on ne les évoque pas toujours parce que c'est vraiment dans des situations particulières. Donc, pour les licences volontaires, ça va permettre quelque part la valorisation de mon invention. Aussi, le brevet, vous le savez tous, si vous étudiez le droit des sociétés commerciales, dans le cadre d'une société, on peut faire des apports, essentiellement l'apport en nature. Et si je vais apporter à une société donc un brevet, une marque, ça c'est un apport en nature et c'est un autre outil donc, de valorisation des droits de propriété intellectuelle. On peut penser aussi à la cession. La cession, là, ça opère donc une vente d'un patrimoine, un transfert du bien, de la création d'un patrimoine à un autre. Et là aussi, c'est encore l'utilité de l'outil contractuel.
Je vais aller donc du simple vers le plus compliqué. On va dire propriété intellectuelle, on peut trouver un type de contrat aussi, et qui s'inscrit dans le cadre d'un montage particulier qui permet aussi cette valorisation. Et je pense notamment à un type de contrat qui s'appelle le contrat Pay for Delay. Alors ces contrats, en anglais Pay for Delay, en langue française c'est un contrat pour reporter l'entrée dans le marché d'un produit bien déterminé. Ici, je vise le médicament. En fait, il s'agit des contrats entre des laboratoires qui ont un brevet pharmaceutique. Et on sait que le brevet protège un produit pendant 20 ans. Donc on aura un brevet pharmaceutique qui va protéger un nouveau médicament pendant 20 ans. Et après 20 ans, on parle d'une molécule qui tombe dans le domaine public. Et dans ce cas-là, tous les laboratoires peuvent fabriquer ce médicament. Dans ce cas, on parle d'un médicament générique qui est une copie d'un médicament protégé par brevet. Alors, dans le domaine pharmaceutique, les laboratoires vraiment veulent avoir une position dominante sur le marché le plus longtemps que possible. C'est pour cette raison, le laboratoire titulaire d'un brevet pharmaceutique, même si son brevet arrive à expiration, il veut quand même rester sur le marché, il veut quand même avoir le monopole. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les laboratoires qui sont en train de fabriquer le générique et qui se préparent pour rentrer sur le marché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer au laboratoire le générique, ne pas entrer sur le marché. En contrepartie, je vais conclure avec vous un contrat. Dans ce contrat-là, il y aura donc bien évidemment des avantages pour le génériqueur, mais en tout cas, il y aura malheureusement une conséquence néfaste pour le patient parce qu'il ne va pas accéder à un médicament avec un prix abordable. Le médicament restera toujours cher, même s'il n'est plus protégé par brevet. Tout ça à cause de ce contrat Pay for Delay. Finalement, c'est un contrat qui permet l'optimisation de la propriété intellectuelle, mais qui peut avoir donc des effets néfastes sur le patient. Alors, autre que l'outil contractuel, il y a aussi l'outil sociétaire. Et dans ce cas-là, on parle des fusions, absorption entre les sociétés. Donc, une société qui possède un brevet, 2 droits, 4 brevets, autre société. On va essayer donc de suivre ces montages sociétaires. L'absorption, finalement, ou bien la fusion, va amener à avoir une seule société, dans le cadre par exemple de fusion, une seule société avec un portefeuille de brevets très puissant. Et donc, cela va permettre aussi à l'entreprise d'assurer sa pérennité sur le marché. Encore une fois, le domaine pharmaceutique nous offre un exemple patent. Je pense à la fusion, absorption entre deux sociétés, entre deux laboratoires, Sanofi-Aventis. En fait, Sanofi-Aventis, c'était une fusion entre donc, Sanofi et Novartis. Et cela a amené à la création d'un nouveau laboratoire, Sanofi-Aventis, et qui a donc finalement, qui devient le troisième géant de droit, pas de droit, mais droit géant du secteur pharmaceutique, donc au niveau de l'innovation. Alors ces outils sont des outils extrinsèques, mais qui permettent la valorisation. Je passe aux outils intrinsèques. Alors pour les outils intrinsèques qui permettent de la valorisation des droits de propriété intellectuelle, le premier outil c'est vraiment l'arbitrage entre les différents modes de protection. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque j'ai une invention qui sera protégée, je peux la protéger par un brevet d'invention. Un brevet, il offre l'exclusivité pendant 20 ans. Mais est-ce qu'on a autre mode de protection que le brevet? Oui, le secret d'affaires. Le secret d'affaires, il n'est pas régi en droit tunisien, on n'a pas une loi spécifique au secret d'affaires, mais on a des ramifications en fait. On a le secret de fabrique, on a le secret professionnel, mais secret d'affaires, non. C'est le droit français en 2018 qui a transposé une directive européenne de 2016 sur le secret d'affaires. Mais en droit tunisien, on a tout simplement signé un accord, l'accord ACLIC en 1995,
Et dans cet accord, on a un article 39.3 qui protège en fait les données non divulguées, les renseignements non divulgués. Est-ce qu'on l'a transposé dans une loi? Non. Donc si je veux protéger mon invention sans déposer un brevet, je peux opter pour le secret d'affaires, mais à mes risques et périls. C'est-à-dire, une fois quelqu'un qui va connaître ses secrets, ça sera, donc ce n'est plus protégé, je vais donc tout perdre. Donc à moi de choisir entre le brevet pendant 20 ans, et je suis obligée de divulguer mon invention, ou bien le secret d'affaires, comme ça peut durer 50 ans, comme ça peut durer un jour. Ça, c'est le premier arbitrage à faire. Un deuxième arbitrage, c'est en fait les droits de propriété intellectuelle ont une caractéristique, c'est le cumul des droits. Le cumul, on entend la notion de cumul en droit de responsabilité civile. On ne peut pas cumuler entre les avantages de la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Alors en matière de propriété intellectuelle, on a aussi cette idée de cumul. Et l'exemple le plus illustratif, c'est le logiciel. Le logiciel, il est protégé en droit tunisien par le droit d'auteur. La loi de 1994, tel que modifiée et complétée en 2009. Mais, en pratique, qu'est-ce qu'on dit aux entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs qui, surtout, entrent dans des startups et qui entrent dans une société, cherchent toujours comment protéger le logiciel. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à ces chercheurs, à ces entrepreneurs? On va dire que dans un logiciel, il y a un code source. Ce code source, il est toujours protégé par le droit d'auteur. C'est l'expression donc de l'auteur. Et s'il a un effet technique, s'il peut être inséré dans une machine et produire un effet technique, cet effet doit être protégé par un brevet. Et là, donc, vous devez déposer une demande à l'INRPI pour examen pour vous accorder un brevet d'invention. Donc là, c'est l'idée du cumul, et ça sera donc toujours bénéfique pour l'entrepreneur de cumuler entre les deux régimes, le droit d'auteur et le droit donc, du brevet d'invention. Autre instrument qui est aussi intrinsèque à la propriété intellectuelle, en fait, ce sont les usages stratégiques des droits de propriété intellectuelle. Il y a d'abord un usage défensif. Défensif, je vais obtenir un brevet seulement pour remplir mon portefeuille. Donc, c'est juste pour dissuader les concurrents pour ne pas entrer dans ce champ-là. Donc, je vais obtenir un brevet sans l'exploiter. Déjà, sans exploitation et sans mettre sur le marché cette invention. Et c'est purement défensif. Offensif, c'est-à-dire je vais implanter des actions en contrefaçon, même des actions en contrefaçon abusives, qui ne sont pas fondées. Donc, mon seul métier sera d'implanter des actions, et on a en fait au niveau de la loi 24 août 2000, on a une action en interdiction en référé des actes argués de contrefaçon. Donc, il suffit qu'il y a suspicion que c'est de la contrefaçon, j'intente une action et je procède à travers cette action en référé pour donc quelque part perturber le concurrent. Là, ce sont des outils techniques qui permettent l'ingénierie patrimoniale. Mais ces outils techniques ne sont pas donc il y a des limites. Donc c'est vrai, c'est la liberté contractuelle, mais là il y a des limites, et ces limites aussi peuvent être donc divisées en deux parties. La première sous-partie, je vais aller vite. La première sous-partie, je vais parler d'un préalable de valorisation des droits de propriété intellectuelle qui est la titularité. C'est-à-dire, je ne peux pas valoriser vraiment les droits ou bien les créations, les œuvres d'esprit, si on n'est pas sûr qui est le titulaire. Donc, quelque part, c'est l'idée de la sécurité juridique, et c'est l'idée de savoir qui est le titulaire. Alors, vous allez me dire, celui qui a créé l'invention, celui qui a inventé, c'est le titulaire. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'il s'agit de création des salariés, lorsqu'il s'agit de création de collaboration, lorsqu'il s'agit de création des agents publics, et des chercheurs et des étudiants. Aujourd'hui, on a des affaires devant les tribunaux concernant des étudiants dans le cadre de leur master professionnel, notamment les recherches, les masters pro, donc les mémoires de fin de master. Et je vais juste donner une affaire. J'ai uniquement le jugement tribunal de première instance
de Tunis le 27 juin 2022. En fait, dans cette affaire, c'était un problème par rapport à un étudiant qui a inventé, donc il est arrivé à une création en se basant sur les plantes. Donc c'est dans le cadre de la biotechnologie, des nouvelles technologies appliquées aux plantes. Et bien évidemment, ce projet était réalisé dans le cadre d'une institution de l'enseignement supérieur. Et je ne vais pas donc dévoiler les noms, bien évidemment les données personnelles et tout. Donc je ne vais pas citer les noms, mais ici, le problème qui s'est posé, c'est que lorsqu'il a essayé de déposer le brevet d'invention, il n'a pas cité donc l'institution, il n'a pas cité les encadrants. Et au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont eu une réunion, on a invité l'étudiant pour lui dire qu'au niveau du brevet d'invention, et ça en se basant sur une circulaire rendue par le ministère de l'Enseignement supérieur, on lui a précisé qu'au niveau, en 2022, au niveau donc, du brevet d'invention, on doit citer le propriétaire, l'institution, donc de l'enseignement supérieur, et on doit citer aussi les noms des inventeurs, donc qui sont l'étudiant et les encadrants. L'étudiant, l'encadrante professionnelle de l'étudiant a intenté une action contre l'étudiant. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il a cité les noms comme inventeur, mais au niveau des pourcentages, il a mis pour lui 90% et pour l'encadrante professionnelle 10%. L'encadrante, elle a intenté une action parce que pour elle, c'est pas 10%, il faut que ça soit 50%. Et là, le tribunal de première instance a refusé, donc il a donné gain de cause à l'étudiant. Pourquoi? Et là, excusez-moi Madame la Présidente, je veux lire en fait l'attendu, parce que c'est intéressant. وحيث ولئن لم ينظم القانون توزيع النسب بين المخترعين فإن طلب المدعية تنصيف براءة الاختراع بينها وبين المدعى عليه الأول يظل طلبا مجردا إذا عدم إثباتها لمدى مساهمتها في الاختراع وثبوت أن المطلوب الأول هو من تولى اختيار موضوع مشروع نهاية تخرجه وأن الموضوع فكرته الخاصة وفق ما يتبين من شهادة الأستاذين الجامعين parce qu'il y a eu des professeurs, parce que la règle c'est qu'on doit être solidaire, mais on ne doit pas être solidaire dans la justice. Donc il y a deux professeurs qui ont quand même témoigné que c'était vraiment صريحة. وحيث وعلاوة على ذلك فإن المدعية عرض عليها المدعي نسبة العشر من الاختراع المذكور وذلك بتاريخ 27 سبتمبر 2021 وفق ما يتبين من رسالته لها عبر البريد الإلكتروني إلا أنها لزمت الصمت إزاء إيجابه وحيث وإن كان من المسلم به أن لا ينسب لساكت القول إلا أن ملازمة الصمت في معرض الحاجة إلى الكلام يعد قبولا فالسكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان وبات تبعا لذلك ولكل ما تقدم سكوت المدعي عن مقترح المدعى عليه الأول وعدم جوابها عن إعلامها بأنه سيتولى تعديل المطلب في ضوء تلك النسب دون أن يصدر منها احتجاج قبولا ضمنيا منها للنسب المقترحة في الاختراع. Bon, malheureusement, il y a eu un recours, donc on appelle, on attend la décision de la Cour d'appel. Heureusement qu'il a Donc, aussi, il y a autre, garde-fou. Donc, il y a autre garde-fou en fait, c'est la qualification, c'est le fait de restituer la qualification juste au contrat. Parce que dans une ingénierie contractuelle, on peut en fait donner une dénomination à un contrat. Et en réalité, c'est pour glisser et pour donc éviter un régime juridique qui peut constituer un fardeau. Et là, on a aussi un autre exemple, c'est le contrat. On a eu parfois un contrat, au lieu de dire que c'est un contrat de franchise, on va voir les parties qui optent pour un contrat de développement de la marque.
c'est tout simplement pour éviter les obligations qui incombent aux franchiseurs, l'obligation d'assistance, de communication de savoir-faire et tout. Et là aussi, on a une décision rendue par le Conseil de concurrence en 2015. Et dans cette décision, en fait, cet accord, le Conseil de concurrence a bien précisé que cet accord, ce n'est pas une licence, c'est bien une franchise parce qu'on va se trouver avec tous les éléments du contrat de franchise. Il y a eu quelque part requalification et donc un petit rappel à l'ordre. Alors je vais terminer par une dernière, un dernier en fait élément qui peut permettre quelque part de limiter cette ingénierie donc, et de rester dans ce qui est acceptable. Bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de l'évaluation sincère et correcte des apports. Il ne faut pas qu'il y ait surévaluation ou bien sous-estimation des apports en nature parce que pour ne pas gonfler donc, de manière artificielle l'actif de la société. Donc pour finir, je vais dire que dans chaque ingénierie patrimoniale, il y a deux choses. Il y a la vision et il y a la mission. La vision, qu'est-ce que je vais voir derrière? Donc, comment vraiment valoriser cet actif, comment valoriser la propriété intellectuelle. La mission, c'est de rester dans l'ordre et de rester dans ce qui est acceptable sans tomber dans l'abus. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. Bravo, Monet. Donc, madame Monet nous a présenté l'ingénierie patrimoniale appliquée à la propriété intellectuelle. Elle nous a apporté dans une belle balade dans le monde de la propriété intellectuelle. J'ai pu noter son plan, donc c'était l'omniprésence des outils techniques et les limites ou bien les garde-fous de ces outils. Donc sans tarder, je passe la parole à madame Seneyoun, si c'est ça. Donc, alors madame Seneyoun, maître assistante en droit privé à la faculté de droit de Sousse, c'est ça? Donc il va nous parler de la cession d'entreprise. À vous la parole. Merci madame la présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie tout d'abord les organisateurs de ce bonheur. Merci M. Karim pour cette occasion. Merci ma très chère Tayssir Masmoudi. Donc l'intitulé de mon intervention, c'est la cession d'entreprise. Donc la cession d'entreprise se définit comme une transmission du cédant au cessionnaire d'un droit réel ou personnel à titre onéreux ou gratuit. Cette cession se distingue de la transmission qui est une notion plus large et qui constitue toute opération par laquelle les droits ou les obligations d'une personne sont transférés à une autre, d'une personne à une autre, soit par la volonté de l'homme, soit en vertu de la loi, soit à titre, donc soit entre vifs, soit à cause de la mort, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, donc soit à titre particulier, soit à titre universel. Il est assez fréquent d'utiliser le terme de transmission d'entreprise à chaque fois que son transfert est envisagé, que ce soit à titre onéreux, et on parle ici de la cession proprement dite, ou bien à titre donc gratuit, et on parle ici de la succession ou de la donation. Et dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas de cession ou de transmission gratuite, la transmission entraîne l'application des règles du droit de succession ou bien des dispositions relatives au testament ou encore les textes régissant la donation.
problèmes posés par la cession à titre onéreux sont très spécifiques et si différents de ceux que pose leur transmission à titre gratuit, il nous a paru nécessaire de leur réserver la totalité de cette intervention. Acteur principal de la vie des affaires, cellule de base de la vie économique, l'entreprise a été définie d'abord par le décret du régulateur national des entreprises, puis en 2016 par la loi sur l'investissement et finalement par la loi de 2018 relative à l'immatriculation au registre national des entreprises, qui a adopté une définition plus large de l'entreprise, dans la mesure où elle considère une entreprise toute personne qui exerce une activité industrielle, artisanale, commerciale ou toute autre activité professionnelle, libre ou indépendante, contre rémunération ou offrant des actes et services à but lucratif ou non lucratif. Dans ce contexte, il est à distinguer entre l'entreprise individuelle d'autre part et l'entreprise sociétaire d'autre part. Donc l'entreprise individuelle constitue un élément du patrimoine de l'entrepreneur, alors que la seconde, c'est-à-dire l'entreprise sociétaire, trouve dans la société une structure d'accueil. En dehors de la cession de l'entreprise en difficulté, le législateur en organise nullement cette opération, en dépit de son importance et de ses effets, aussi bien sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine professionnel. Également, la majorité de la doctrine qui a traité la question de la cession s'est contentée de s'attarder à cette opération comme une solution de redressement de l'entreprise en difficulté. Pour cette raison, il est indispensable de traiter la cession d'entreprise dans tous ses états, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est in bonis, prospère, ou bien lorsque l'entreprise est in malus, qui passe par des difficultés économiques. La cession d'entreprise met en jeu des intérêts divergents dignes d'être protégés, tel l'intérêt du vendeur de s'assurer de la solvabilité de son acquéreur et d'être payé à temps, l'intérêt du repreneur à acquérir l'entreprise, les intérêts des actionnaires en cas de cession de contrôle et surtout les intérêts bien évidemment des salariés à sauvegarder leur emploi. Tous ces intérêts risquent d'être compromis en cas d'échec de l'opération de cession due à l'insuffisance de la préparation de telle opération. Traiter la question de la cession d'entreprise dans un colloque relatif à l'ingénierie patrimoniale exige d'éviter l'approche classique de la cession d'entreprise pour montrer l'importance de cette opération en tant que mode d'ingénierie patrimoniale, ce qui nous amène donc à poser la question suivante. Donc la cession d'entreprise constitue-t-elle un instrument efficace d'ingénierie patrimoniale permettant la restructuration et l'optimisation du patrimoine? Pour répondre à cette problématique, il s'agit de montrer tout d'abord que la cession d'entreprise, oui, elle constitue un mode d'ingénierie patrimoniale. Mais ce mode semble parfois donc, inadapté aux finalités de la technique de gestion du patrimoine. Donc la première partie sera réservée à la cession d'entreprise, un instrument d'ingénierie patrimoniale. Le droit de l'ingénierie patrimoniale ne constitue pas une branche autonome du droit comme le droit civil ou le droit fiscal par exemple. Au contraire, c'est un droit qui se situe au confluent de multiples divisions du droit, tels le droit civil, le droit fiscal, le droit des procédures collectives. Ce droit offre aux exploitants d'entreprises les outils juridiques, fiscaux, sociaux, sécurisés pour gérer et transmettre leur entreprise dans les meilleures situations. Dans ce cadre, apparaît la cession comme un mode d'ingénierie patrimoniale permettant aux exploitants d'entreprises de transmettre leur entreprise dans les meilleures situations possibles. Elle permet aux cédants de réorganiser, valoriser, sécuriser son patrimoine, de réduire l'exposition aux risques financiers, d'anticiper les difficultés financières futures et de préserver la valeur du patrimoine avant une dégradation de l'entreprise. Et la cession d'entreprise, elle est envisagée, quelle que soit la société, comme on a déjà dit, prospère ou in malus. Donc, pour la première idée, donc la cession d'entreprise, in bonis, une priorité ou un enjeu majeur.
Il existe plusieurs raisons qui incitent un exploitant d'entreprise de céder son entreprise. Il se peut qu'il veut se retirer des affaires parce que les temps deviennent trop durs et il préfère vendre avant qu'il ne soit trop tard. Il se peut également qu'il a atteint l'âge de la retraite ou qu'il n'a plus la capacité de gérer son entreprise, ou même qu'il n'a plus les capitaux propres. Quelle que soit la raison de cession, cette décision exige un bon management de l'opération, une bonne préparation et une sérieuse appréciation d'aspects importants. Pour le cédant, il doit choisir la modalité de la cession la plus appropriée et la plus avantageuse pour lui. Toutefois, le choix de la forme de cession dépend aussi bien de la forme juridique de l'entreprise que des intérêts des parties. De ce fait, le cédant, il est libre, oui, de choisir la modalité, mais il doit respecter la spécificité de la forme juridique de son entreprise. Donc, si son entreprise est exploitée sous la forme individuelle, sa cession est réalisée juridiquement par la cession du vendeur à l'acquéreur de la propriété des biens qui conditionnent son activité, à savoir le fonds de commerce, les immeubles, donc ces droits, donc les cas d'échéants immeubles industriels ou commerciaux dans lesquels s'exerce l'activité. Il s'agit alors de la cession d'actifs. Et la cession d'actifs, elle est au corps de la gestion du patrimoine. Par le biais de cette cession, le vendeur cède au repreneur la propriété des biens affectés à l'exercice de son activité. Et pour un entrepreneur individuel, céder son entreprise, c'est pour lui céder les éléments d'actifs, voire aussi les éléments passifs de son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme sociétaire, donc deux opérations sont possibles. La première, c'est la cession d'actifs, donc la société elle-même, qui a un intérêt distinct de ceux de ses associés, peut céder son actif et donc elle est propriétaire. Et pour la deuxième, c'est la cession de contrôle. Donc, outil souple de gestion et de transmission du patrimoine professionnel, la cession de contrôle participe aujourd'hui des modes privilégiés de transmission de l'entreprise. Elle consiste pour le repreneur dans l'acquisition, soit directement, soit indirectement, d'un nombre d'actions ou de parts d'une société suffisant pour pouvoir gouverner quasi souverainement cette société, orienter ses destinées et gérer son patrimoine. Cette modalité, la cession de contrôle, a été réglementée pour la première fois par la loi de 1994 portant réorganisation du marché financier, et puis par l'article 461 du Code des sociétés commerciales relatif au groupe de sociétés. Donc cette cession de contrôle, ce n'est pas une simple transmission ordinaire des parts ou actions comme dans le cas des sociétés à responsabilité limitée telles que régies par les articles 109, 110 et 111, mais plutôt c'est une cession massive, majoritaire des actions. Mais plutôt, alors cette cession entraîne la prise de contrôle par un tiers. La question qui se pose ici, pourquoi le cédant choisit la cession de contrôle au lieu de la cession d'actifs? Donc, il choisit la cession de contrôle au lieu de la cession d'actifs pour plusieurs raisons. D'abord, vu le coût fiscal. Le coût fiscal de la cession de contrôle est plus faible que le coût fiscal de la cession d'actifs, dans la mesure où le cédant dans la cession de contrôle, il va tout simplement supporter la seule imposition de la plus-value. La plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix auquel il a acquis ses titres. C'est de 1. De 2, le législateur fiscal prévoit des exonérations en cas de cession d'actions ou de parts sociales. Dans ce sens, et à la lecture de l'article 42 de la loi de finances 2023, le législateur fiscal a prévu l'exonération des plus-values de cession des actions émises par les SICAV et des parts de fonds communs de placement et de fonds d'amorçage. Il a prévu aussi l'exonération des plus-values de cession des actions cotées en bourse acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 ou lors de l'introduction en bourse ou cédées après l'expiration de l'année suivant celle de leur acquisition ou souscription. De plus, la cession de contrôle est très peu réglementée par rapport à la cession d'actifs qui exige l'accomplissement de plusieurs formalités. La cession d'entreprise, elle est aussi envisagée, comme on a déjà dit, dans la société qui passe par des difficultés économiques.
dans l'entreprise qui passe par des difficultés économiques, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est immalus et se montre dans ce cas comme un véritable bouclier patrimonial. La cession d'entreprise immalus diffère selon qu'on est dans le cadre du plan de continuation ou de plan de cession. Dans le premier cas, elle pourra se réaliser par une cession de contrôle, par une cession globale des actifs ou bien par une cession partielle, par exemple à travers la cession d'une branche d'activité, telle que régie, donc telle que prévue par l'article 455 alinéa 1er du Code de commerce. Cette cession, la cession d'une branche d'activité, permet au débiteur de dégager des fonds et de concentrer ses efforts et ses moyens sur les autres activités. Alors que lorsqu'on est dans le cadre du plan de cession, la cession elle est toujours totale, puisque la loi de 2016 relative aux procédures collectives ne permet la cession partielle que dans le cadre de plan de continuation. Et même dans ce dernier cas, la cession d'entreprise permet de préserver la valeur du patrimoine, d'assurer la continuité de l'activité ou répondre à des contraintes financières. Elle permet d'une part d'éviter la disparition totale de la valeur patrimoniale de l'entreprise, qui est constituée par un actif et un passif, et elle permet aussi de convertir un actif risqué en liquidité ou en élément plus stable. La cession d'entreprise est avantageuse pour les deux parties, quel que soit pour le repreneur qui va redémarrer son passif parce qu'il va recevoir l'entreprise purgée de dettes, mais aussi pour le vendeur et surtout au niveau de l'optimisation fiscale. Afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, le législateur a institué tout un dispositif fiscal encourageant la transmission des entreprises par le biais d'avantages reconnus aussi bien aux cédants qu'aux cessionnaires. Dans ce sens, l'article 11 bis du Code d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés prévoit qu'est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficulté dans le cadre du règlement judiciaire ou de la cession d'une branche d'activité, de son activité ou d'un ensemble de branches complémentaires. Le vendeur cédant bénéficie également de la dispense du reversement de la TVA lorsque la cession porte sur une entreprise soumise au règlement judiciaire et ce, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4 du Code de la TVA. Elle est bénéfique aussi pour le vendeur dans la mesure où elle protège indirectement son patrimoine personnel, puisque la poursuite de l'activité peut aggraver les dettes, ce qui peut engendrer sa responsabilité, ce qui peut engager sa responsabilité pour faute de gestion ou pour complément de passif. D'ailleurs, l'objectif dans la cession n'est pas d'encaisser les liquidités et de réinvestir comme dans la cession d'une entreprise prospère, mais plutôt d'essayer de sauver le reste du patrimoine de l'entreprise et des emplois en le transférant à d'autres mains. De ce qui suit, la cession ne constitue pas uniquement une solution pour le redressement d'une entreprise, mais aussi elle constitue un instrument d'ingénierie patrimoniale permettant de protéger et de reconfigurer le patrimoine. Elle assure la préservation du patrimoine de la société et protège la société contre le risque de la liquidation et par conséquent assurer la poursuite de l'activité. Toutefois, cette cession, donc, comme on a déjà dit, apparaît comme un instrument inadapté, parfois comme un instrument inadapté aux finalités de la gestion du patrimoine. Donc elle apparaît de cette façon pour plusieurs raisons. D'abord, vu que la cession est une opération juridiquement complexe qui exige plusieurs formalités, elle est une opération juridiquement complexe puisqu'elle constitue une opération économique, financière et sociale dont la réalisation demande un temps assez long, découpé généralement en plusieurs phases. La phase de la préparation, la phase de la réalisation, la phase de l'harmonisation des entreprises si l'acquéreur est un groupe de sociétés ou une autre entreprise, etc. Aussi, elle est une opération complexe parce qu'elle se situe au carrefour de plusieurs disciplines juridiques, comme le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés commerciales, la loi de 2016 relative aux procédures collectives, ce qui implique bien évidemment une différence au niveau du régime juridique applicable.
Ainsi, la cession d'un fonds de commerce exige l'accomplissement de plusieurs formalités, comme la rédaction de l'écrit par un avocat en exercice non stagiaire, la publicité de la cession pour protéger les créanciers du cédant. Plus encore, donc, la cession lorsqu'elle porte sur un immeuble immatriculé, la loi exige, outre l'enregistrement, l'inscription de la vente sur le livre foncier. Donc, de ce qui suit, la nécessité de respecter le régime juridique de chaque bien lors de la cession ne fait qu'entraver la transmission de l'entreprise et par conséquent sa pérennité. Donc, pour cette raison, le législateur est tenu d'alléger un peu ce formalisme. S'agissant de la cession de contrôle, elle est aussi entourée de formalisme dans la mesure où le législateur exige que le projet d'acquisition doit faire l'objet d'un dossier présenté au Conseil du marché financier qui dispose d'un pouvoir d'appréciation compte tenu des intérêts des minoritaires. Cette complexité est renforcée aussi en temps de crise, lorsque la société est passe par des difficultés économiques. Dans ce cas, donc, cette cession elle est caractérisée par sa rigueur, et cette rigueur se manifeste à travers le formalisme exigé. La cession exige l'émission d'un appel d'offres, et pour être concrétisé, l'appel d'offres doit faire l'objet d'une publicité. La décision de la mise en cession aussi doit être publiée dans 2 journaux quotidiens et dans le genre. Donc, aussi la préparation d'un cahier des charges qui doit être élaboré donc, par l'administrateur judiciaire sous le contrôle du juge commissaire, etc. Donc, plusieurs formalités qui doivent être respectées. Pour les autres raisons donc, qui nous permettent de dire que la cession est un instrument inadapté aux finalités de la gestion du patrimoine. Donc, il y a des raisons donc, relatives à l'optimisation fiscale. Le dispositif fiscal encourageant la cession des entreprises par le biais d'avantages reconnus aussi bien aux cédants aux cessionnaires, mais ce dispositif ne profite pas à tous les biens et ne profite pas, bien évidemment, à toutes les personnes. Ces faveurs semblent opérer une discrimination fiscale contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Également, la fiscalité de la cession d'actifs est très lourde. Le cédant est tenu des droits d'enregistrement ainsi que la taxation de la plus-value et des bénéfices en sursis d'imposition. Et après avoir consacré un dispositif fiscal au profit du dirigeant qui décide de céder son entreprise suite à l'atteinte de l'âge de la retraite ou suite à l'incapacité de gérer son entreprise par la loi de finances 2007, la loi fiscale numéro 2017-8 du 14 février 2017 portant réforme de dispositifs des avantages fiscaux a abrogé le paragraphe 1er de l'article 11 bis de CRPP et de l'IS relatif à la déduction du bénéfice imposable de la plus-value résultant aussi bien de la cession d'actifs que de la cession des droits sociaux. Elle a même abrogé le point 3 du paragraphe 2 de l'article 9 du Code de la TVA qui a prévu la dispense du reversement de la TVA en cas de cession totale ou partielle suite à l'atteinte du propriétaire de l'âge de la retraite ou son incapacité de gérer. Finalement, cette loi a abrogé le numéro 19 de la loi de l'article 38 du Code d'impôt sur le revenu qui a prévu la non-soumission à l'impôt de la plus-value de la cession totale des actions au départ social détenues par un dirigeant dans le capital de la société qui dirige suite à son atteinte à l'âge de la retraite ou à son incapacité de gestion. D'autres raisons sont relatives à la liberté, à l'atteinte à la liberté de gestion du patrimoine. Donc dans ce cas, on parle de la cession forcée. Donc, dans le droit des procédures collectives, on sait tous que la cession est une mesure subie et non choisie. Elle est éloignée d'une véritable stratégie patrimoniale libre. L'une des solutions, soit céder, soit liquider l'entreprise, et le dirigeant perd, dans ce cas, la main sur son outil patrimonial. Son consentement n'est pas exigé pour décider ni de la cession, ni du repreneur, ni du prix de cession, mais c'est plutôt le juge qui en décide. Il intervient alors pour imposer la cession et choisir le repreneur. Et c'est le tribunal qui ordonne la cession et c'est le commissaire à l'exécution qui procède à l'accomplissement des procédures de cession, mais même le paiement du prix de cession s'effectue entre les mains
du commissaire à exécution et sera distribué aux créanciers. Et c'est l'intérêt de ces dons alors qui est relégué au second plan. Merci pour votre attention. Merci Madame Saneyoussi pour ce bel exposé. Donc oui, la cession d'entreprise est un instrument efficace d'ingénierie patrimoniale. Toutefois, donc cet instrument est limité, ça va être limité par des obstacles, notamment la complexité de la procédure. Donc je vous remercie pour cet exposé, donc clair. Et sans tarder, je passe la parole à Madame Tissel Chtiwi, c'est ça? Donc qui va, الأستاذة ابتسام الشتيوي ستحاضر باللغة العربية إذا في موضوع الأستاذة ابتسام الشتيوي دكتورة في القانون الخاص وأستاذة باكرة في المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، هي أستاذة مجتهدة وخلوقة أيضا. تحاضر في موضوع اتفاقية الشركاء كأداة تعاقدية لتأمين الثروة العائلية، ونتشوف إذا لنعلم كيف يحصل الاتفاق حتى نؤمن ثرواتنا العائلية. تفضلي، أرجو احترام الوقت. شكرا سيدتي الرئيسة. عنوان مداخلتي اليوم اتفاقية الشركاء كأداة تعاقدية لتأمين الثروة العائلية. يتجلى التحول الحديث في قانون الشركات في الانتقال من نموذج قانوني تقليدي قائم على صيانة القواعد النظامية إلى نموذج أكثر انفتاحا على الإرادة التعاقدية، وهو ما عبر عنه الفقيه الفرنسي إيفيون إن إثبات الطابع التعاقدي على قانون الشركات يعكس سعيا متزايدا نحو المرونة في تنظيم الداخلي للشركات. تعكس هذه المقولة توجها فقهيا نحو تكريس تعاقد قانون الشركات، حيث لم يعد هذا الفرع يختزل كقواعد آمرة، بل أصبح مجالا خاصا لأعمال سلطان الإرادة، بما يسمح للشركاء بابتكار آليات مرنة تستجيب لخصوصيات اقتصادية، وتجد هذه المرونة تغسيلها في المبادئ العامة لالتزامات العقود خاصة في الفصل 242. تاريخيا ارتبط مفهوم الشركة العائلية بالهياكل القائمة على الثقة المطلقة، إلا أن تطور الأسواق فرض الانتقال من المواثيق الأخلاقية إلى الهندسة القانونية، وتعرف الشركة العائلية بأنها كيان الذي تسيطر فيه عائلة واحدة على ملكيته وإدارته بهدف توريثه. وهنا تبرز اتفاقات الشركاء كعقود سرية موازية للنظام الأساسي تهدف للحماية وحدة الثروة من مخاطر التفتت. تنبثق أهمية هذه الهندسة التعاقدية في إطار الشركات العائلية التي تقوم على تداخل معقد بين الروابط الشخصية أي الاعتبار الشخصي والمصالح المادية، وتعد اتفاقات الشركاء من أهم تجليات هذه التعاقدية، إذ تشكل إطارا موازيا للنظام الأساسي يتيح تجاوز طابعه الجامد ويعمل كدرع تعاقدي يحمي وحدة الثروة العائلية من مخاطر التفتت أو تسلل الغيب منها عبر الميراث. وتظل فاعلية حماية للشركات العائلية مشروطة بمدى الامتثال للضوابط الشكلية الآمرة التي أقرها المشرع في الفصل 3 من مجال الشركات التجارية، وخاصة واجب التحرير الكتابي طبقا للفصل 337 من مجال الحقوق العينية عند مساهمة الشركاء بعقارات مسجلة، إذ أن أي إخلال بهذه الشروط الشكلية في مواثيق العائلة أو عقود التأسيس يترتب عليه بطلان الكيان القانوني، مما يؤدي بالضرورة إلى تجريد الثروة من درعها القانوني وعودة العقارات إلى حالة الشيوع، وهو ما يفتح الباب مجددا لتفتيت الذمة المالية للعائلة بدلا من تحسينها. غير أن هذا التوسع في نطاق الحرية التعاقدية يطرح في المقابل إشكاليات دقيقة تتعلق بحدود هذه المرونة ومدى مشروعيتها، خاصة في ظل وجود قواعد آمرة تحكم قانون الشركات، فضلا عن مقتضيات النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كحظر بنود الأسد أو مساس بحقوق الجوهرية للشريك.
ومن ثم يبرز التحدي في تحقيق توازن دقيق بين فعالية اتفاقات الشركاء كأداة لتحقيق المرونة والنجاعة وحماية الذمة المالية للعائلة، وبين ضرورة احترام الإطار القانوني الإلزامي والرقابة القضائية التي تضمن استقرار المعاملات. تتمحور الإشكالية حول التساؤل المركزي: إلى أي مدى تنجح اتفاقات الشركاء في تجسيد قانون شركات مرن يحمي الذمة المالية للعائلة دون أن يتجاوز الحدود التي تفرضها القواعد الآمرة للنظام العام الاقتصادي. للإجابة على هذه الإشكالية سنبحث في الجزء الأول عن اتفاقات الشركاء كآلية وظيفية لتحسين الثروة العائلية، وفي الجزء الثاني حدود اتفاقات الشركاء استدامة المهندسة التعاقدية بالنظام العام. الجزء الأول: اتفاقات شركاء كآلية وظيفية لتحسين الثروة العائلية. تمثل اتفاقات شركاء ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات العائلية، وذلك من خلال دورها المزدوج الذي يجمع بين المرونة التعاقدية والحوكمة الرشيدة. فهي تعمل أولا على إرساء إطار تنظيمي موازن للنظام الأساسي يتيح ضبطا دقيقا لتداول الحصص وحدود الاتفاقات الحجر الزاوية في الحوكمة. فهي تمكن